Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le préfet et les maires des communes du département du Koufo étaient en conclave. Il s'agit du premier conseil départemental du Koufo dans le cadre de l'année 2021. Soutien des femmes réunies au sein du Creuset des femmes actives pour Talent 2021. Un soutien qui fait suite à la déclaration du président Patrice Talon d'être candidat à sa propre subsection. Et puis, la présidentielle portugaise de ce dimanche s'est soldée par la réélection du président sortant. Toutefois, le parti d'André Ventura s'est imposé en arrivant troisième à ce scrutin qui s'est déroulé en pleine pandémie avec un fort taux d'abstention. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le préfet du Koufo et les maires du département ont tenu le premier conseil départemental de concertation et de coordination de l'année 2021. Plusieurs sujets touchant le développement du département étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu de la séance est signé Jonas Bocci. Nous avons partagé ensemble les différentes opportunités du secteur agricole dans le département du Koufo. Principale activité des populations du Koufo, l'agriculture devrait occuper une place de choix dans les plans de développement des communes du département. Le gouvernement s'y attelle désormais et à ce premier conseil départemental de concertation et de coordination. Au titre de l'année 2021, Zenha Etienne, facilitateur du projet Arisa B du pôle de développement numéro 5, a outillé les maires du Koufo sur les voies et moyens pour booster la production agricole. L'atteinte des objectifs quantitatifs de production, transformation et commercialisation, c'est ça qui est la richesse que nous avons créée. Et pour y arriver, tout le monde doit contribuer. Décentralisation du MAEP, des projets, programmes, des OPA, OIP, agents économiques, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir réaliser. Et on doit utiliser et exploiter toutes les ressources possibles qui existent sur le territoire. Les maires du Koufo pourront se doter des moyens financiers pour la réalisation des projets communautaires grâce à ACES. Une communication leur a été présentée à cet effet. Et il a été question de faire l'analyse et de valider les sous-projets communautaires de la deuxième cohorte dans le cadre du projet ACES. Nous avions incité les maires à postuler pour le bonus du sous-projet qui leur demande d'investir 10 millions par approche DCC, développement conduit par les communautés, pour pouvoir bénéficier de 22 millions. La préservation de l'environnement dans les communes du Koufo a été également au cœur des échanges dirigés par le préfet Christophe Megbedi qui se préoccupe de la collecte des ordures ménagères. Dans certaines communautés, ces ordures ne sont pas enlevées systématiquement. Nous avions envoyé une correspondance aux maires pour leur demander d'organiser tous les derniers samedis du mois la journée mensuelle pour un environnement sain. Nous descendrons sur le terrain à travers une tournée pour voir si ces ordures sont enlevées systématiquement. À cette première rencontre statutaire de l'année à la préfecture d'Aplaoué, le préfet et les maires du Koufo se sont renouvelés l'engagement à se mettre au service du développement du département. Ouvrons la page politique de cette édition. Le Creuset des femmes actives pour Talent 2021 s'est également exprimé à l'annonce de la candidature du président Patrice Talon. Il s'engage à le soutenir pour la poursuite de ses œuvres de développement. Voici un extrait de la déclaration. Heureux sommes-nous du fait que notre papa, notre frère, notre tonton et notre leader aient accepté d'être candidat à cette présidentielle de grands défis. Mesdames et messieurs, les professionnels des médias, soyez notre porte-voix auprès du chef de l'État, qu'il reçoive en toute humilité notre reconnaissance. Dites-lui, chers amis de la presse, oui, dites-lui que les FAT 21, plus que jamais, sont déterminés et engagés à le soutenir dans cette décision audacieuse qu'il a prise vendredi 15 dernier à Adjoum. Oui, dites à Patrice Talon que les FAT 21 sont fiers de lui et prient Dieu, les mânes de nos ancêtres, toutes les divinités de le protéger, le guider et le conduire à apporter à notre cher pays le développement tant espéré par ses populations.
Derrière un grand homme se cache une grande femme, dit-on. Chers amis de la presse, dites à notre maman, notre dada chérie, l'Amazone Claudine Talon, la première dame, que les FAT lui en sont reconnaissantes pour ce travail de l'ombre qu'elle abat depuis ces années aux côtés de son cher époux. Oui, dites-lui qu'elle est pour nous une icône de la femme vertueuse que nous essayons d'imiter. Enfin, pour cette élection imminente, les FAT 21 promettent un chaos inédit pour Patrice Talon, car pour toujours, nous sommes embarqués dans le processus de la dynamique du développement du Bénin. Les militantes et militants du Parti Union progressiste de l'arrondissement de Togba se disent prêts pour la victoire du président Patrice Talon, un engagement pris lors d'une séance d'échange des vœux de Nouvel An ce dimanche 24 janvier. C'était en présence de Samson Oké. À l'initiative de la coordination du parti Union progressiste de l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi, les militantes et militants de cette formation politique se sont retrouvés ce 24 janvier 2021. Une rencontre dont les objectifs sont ici déclinés par le président du comité d'organisation. C'est une cérémonie qui considère, c'est une considération des membres des têtes de pont Union progressiste de la coordination Togba. Nous avons, par le passé, fait les élections communales et vous êtes vraiment gênés, vous avez mouillé le maillot. Aujourd'hui, nous vous appelons pour vous dire merci. Ce que vous avez fait, on ne peut pas payer ça. C'est un engagement spontané, mais il est de bon ton qu'on vous appelle pour vous dire au moins merci. Deuxième chose, nous sommes dans une nouvelle année. Une année a commencé, c'est bien de souhaiter les meilleurs vœux à nos proches. Donc nous allons profiter aussi de cette occasion pour vous présenter les vœux les meilleurs. Présente à cet événement plusieurs autorités politico-administratives. À l'occasion, le maire de la commune d'Abomey-Calavi a exhorté les uns et les autres à prier pour le chef de l'État Patrice Talon et a résolument travaillé pour sa réélection à la tête du Bénin. La période que nous traversons nous permet désormais d'enraciner notre parti plus qu'à jamais. L'autorité vient du Seigneur et c'est Dieu qui donne à chaque pays le chef qu'il faut. Et nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mouvancier comme opposant a le devoir de prier pour le chef de l'État. Il le sait bien faire et il l'a démontré. Nous avons prié, il a voulu. Nous sommes alors là pour l'accompagner afin que ses intentions deviennent encore réalité. À l'issue des échanges, les participants à cet événement ont pris la ferme résolution d'œuvrer pour une victoire écrasante du président Patrice Talon dans le cadre de sa réélection au soir du 11 avril prochain. Religion, session plénière ordinaire des évêques du Bénin tenue du 19 au 22 janvier 2021. Cette assise ecclésiastique a été consacrée à plusieurs questions d'intérêt comme c'était au siège national de la conférence épiscopale. Laurette Kankangbe, Romaric Devochi pour Le Point. Démarrée depuis mardi 19 janvier 2021, la session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin a pris fin ce vendredi 22 janvier 2021. Au cours de cette assise, les évêques du Bénin ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun. L'Église universelle célèbre du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 une année spéciale Saint-Joseph, décrétée par le pape François pour marquer le 150e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle. L'année 2021 marque aussi le 160e anniversaire de l'évangélisation continue du Bénin et le 10e de la visite du pape émérite Benoît XVI au Bénin avec la publication de l'exhortation apostolique post-synodale
Afriche Mounous. Au-delà des questions ecclésiastiques, la conférence épiscopale s'est penchée sur les questions d'ordre social. La conférence épiscopale du Bénin se préoccupe de l'augmentation de la pollution sonore dans les quartiers de nos villes et de nos villages. Les évêques du Bénin notent avec tristesse la recrudescence des accidents de circulation qui entraînent d'importants dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines, plongeant des familles dans le deuil et la détresse. Au cours de cette même assise, les questions sociopolitiques et celles relatives à l'organisation des élections ont aussi été vues avec intérêt. La conférence épiscopale du Bénin déplore une fois encore le déploiement d'une certaine rhétorique visant à banaliser ou même à déconstruire les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Les évêques du Bénin suivent avec intérêt les débats actuels sur l'organisation et le déroulement de l'élection présidentielle d'avril 2021 et notent avec appréhension les divergences croissantes entre les acteurs politiques sur la liste électorale, le calendrier électoral, le parrainage des candidats par des élus. Au terme de leurs travaux, les évêques du Bénin ont invité le peuple de Dieu à jeûner et prier pour la paix et la cohésion entre les fils et filles du Bénin. Actualité en dehors du Bénin, la présidentielle portugaise de ce dimanche s'est déroulée et s'est soldée par la réélection du président sortant. Toutefois, le parti d'André Ventura s'est imposé en arrivant troisième à ce scrutin qui s'est déroulé en pleine pandémie avec un fort taux d'abstention. C'est un parti ouvertement anti-système qui se fait une place dans le paysage politique portugais, rompant ainsi le champ de la droite traditionnelle. En recueillant près d'1 demi-million de voix, le parti d'extrême droite d'André Ventura est arrivé en troisième position lors de ces élections. Une percée inédite dans un pays faisant encore figure d'exception en Europe pour avoir jusque-là échappé au phénomène populiste. Jusqu'à présent, la frange d'extrême droite au Portugal se rassemblait autour de Mário Machado, un ancien skinhead condamné pour des crimes racistes. À la tête de son parti Chega, qui signifie « ça suffit », André Ventura s'impose comme un leader crédible pour asseoir la droite populiste dans le pays. É uma noite histórica em que a direita em Portugal se reconfigure. Il s'agit d'une nuit historique au cours de laquelle la droite portugaise s'est complètement remaniée. Une nuit historique au cours de laquelle, pour la première fois, un parti antisystème assumé a brisé le spectre de la droite traditionnelle avec environ 1 demi-million de voix et a réussi à casser la barrière habituelle pour créer une force anti-système écrasante. Une force qui n'est pas brisée aujourd'hui et ne s'éteindra pas aujourd'hui, mais qui vit aujourd'hui son plus grand moment et rassemble ses forces pour les batailles à venir. O seu momento maior da sua história e a sua força para as batalhas que se aproximam. Provocateur, André Ventura avait créé la stupeur en se faisant une place au Parlement lors des élections législatives de 2019, marquant ainsi le retour de l'extrême droite au Parlement portugais pour la première fois depuis la chute de la dictature en 1974. Juriste de formation, fervent catholique, le leader surnommé le Trump portugais est un véritable produit médiatique. Surfant sur la controverse, amateur de scandales, comme lorsqu'il demande à une députée noire défendant la restitution d'œuvres d'art à d'anciennes colonies d'être elle-même rendue à son pays d'origine. Le leader enchaîne les propos polémiques, une recette qui semble fonctionner. Des élections législatives jusqu'à celle-ci, il y a un sentiment de consolidation pour ce parti. Il a gagné beaucoup en visibilité, beaucoup de couverture médiatique. Il y a eu de l'intérêt pour ce candidat et nous devons voir les résultats, mais c'est sûr qu'il est désormais identifié par la famille d'extrême droite en Europe comme un membre de plus de cette famille.
André Ventura a profité d'un affaiblissement des partis de la droite traditionnelle encore pénalisés par la cure d'austérité qu'ils ont imposée aux Portugais après la crise de la dette en 2011. Ces dernières avancées dans l'échiquier politique portugais est fortement soutenue en Europe avec, parmi ses alliés, le populiste italien Matteo Salvini ou encore Marine Le Pen qui s'est affichée avec lui lors de sa campagne. Moi, je suis venue soutenir André Ventura parce que j'ai reconnu en lui la droiture, l'énergie, l'honnêteté, la conviction et l'amour de la patrie. Et je pense que ce sont les conditions d'un chef d'État. Je pense qu'il peut offrir aux Portugais et au Portugal un choix patriotique qui, à mon avis, était jusqu'à présent inexistant. Un choix patriotique avec au programme une politique anti-avortement, une lutte contre le marxisme culturel et le politiquement correct. André Ventura affirme souhaiter changer le système en profondeur, un système auquel il appartient malgré lui. Ses opposants pointent du doigt ses incohérences, mais pour André Ventura, l'objectif est clair, continuer à faire parler de lui. Les mesures sanitaires imposées aux Pays-Bas ont provoqué le mécontentement des populations. Elles sont descendues dans les rues pour manifester contre le couvre-feu. Un centre de dépistage de la Covid-19 a même été incendié. Les détails, c'est dans ce reportage. Un couvre-feu qui a du mal à passer. Aux Pays-Bas, des heurts ont eu lieu ce dimanche entre la police et des manifestants s'opposant aux mesures de restriction imposées par le gouvernement. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Amsterdam et Eindhoven, donnant lieu à des pillages de commerce. Au sud du pays, des véhicules ont été incendiés. Dans le centre de la capitale, un canon à eau a été déployé pour tenter de disperser des centaines de manifestants. Les responsables politiques s'inquiètent pour les prochains jours et suggèrent l'intervention de l'armée. Je pense que si on va sur ce chemin, nous nous dirigerons vers une guerre civile. L'incendie dans un centre de dépistage d'Urk dépasse toutes les limites. D'après la mairie d'Amsterdam, au moins 100 personnes ont été arrêtées, alors que la ville a compté environ 1500 manifestants présents dans les rues de la capitale dimanche. Depuis samedi, le couvre-feu aux Pays-Bas prévoit l'interdiction de sortir entre 21h et 4h30 du matin. Une restriction jamais vue dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Un peu avant les violences qui ont secoué le pays, le Premier ministre rappelait l'importance de cette mesure, notamment à cause de l'apparition du fameux variant anglais. C'est exactement ce qu'on doit faire. Avec le variant britannique, c'est notre principale préoccupation. Nous ne semblons pas être dans la situation qui était celle du début du mois de mars, l'année dernière, si on regarde ce qui s'était passé à Bergame, en Italie. Nous espérons que ce ne sera pas aussi grave ici, même si en ce moment nous assistons à une hausse du nombre de contaminations au virus. Nous voulons repousser le danger le plus loin possible de nous. Des mesures censées être respectées sous peine d'une amende de 95 €. Au niveau aérien aussi, le pays assiste à un tour de vis. Les vols en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud sont interdits. Des décisions prises en pleine crise politique, puisque le 15 janvier, le gouvernement de Mark Rutte a remis sa démission après un scandale lié aux allocations familiales. L'opposition n'a pas perdu de temps à critiquer l'entrée en vigueur du couvre-feu. Ce couvre-feu est inutile. Il existe de nombreuses alternatives. C'est imprudent et disproportionné. En France, monsieur le Premier ministre, les écoles et les magasins sont toujours ouverts. Quoi que vous pensiez du couvre-feu, si vous le faites sur la base d'une société ouverte, il aura un effet naturel. Aux Pays-Bas, les magasins et les écoles sont fermés. Dans l'attente des élections législatives au mois de mars, le gouvernement est contraint de rester aux commandes pour gérer la crise sanitaire. Ce couvre-feu controversé sera effectif, au moins jusqu'au 9 février. Et puis, dans une lettre ouverte destinée aux présidents américains et français, 90 personnalités politiques, religieuses et associatives appellent à lever les sanctions économiques contre la Syrie. 10 ans après le déclenchement de la crise, des régions bombardées restent des champs de ruines et la famine guette les Syriens. Une décharge au nord-est du pays. Un bout de terre, des déchets, synonyme souvent d'espoir.
Nous venons ici tous les matins pour ramasser les restes et le plastique et les ramener à la maison pour les vendre et gagner notre vie. Parfois nous trouvons de la nourriture et la mangeons et nous la donnons même à nos enfants à la maison s'il y en a assez. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour nous. La Syrie, meurtrie depuis 10 ans par un conflit aux différents acteurs internationaux et aux images impressionnantes. Une population syrienne qui souffre, une famine qui menace. Il y a un an, l'ONU informait que pour le seul mois de janvier 2020, plus d'1 million de personnes avaient déjà reçu une assistance alimentaire par le biais des mécanismes transfrontières, un record depuis 2014. En 2021, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète des futures livraisons de médicaments ou d'équipements hospitaliers menacés par une loi votée par l'administration Trump. Je crains que les sanctions imposées en vertu du César Act n'exacerbent la situation humanitaire déjà désastreuse en Syrie, en particulier au cours de la pandémie de Covid-19, et ne fassent courir au peuple syrien un risque encore plus grand de violation des droits de l'homme. Entré en vigueur le 17 juin 2020, le César Act vise à sanctionner tout individu, entité ou société qui entretiennent des relations économiques avec Damas, ce qui pourrait freiner d'investisseurs ou organismes à participer à la reconstruction de la Syrie par peur de représailles. Aujourd'hui, un appel est lancé à Emmanuel Macron ou encore Joe Biden. Plus de 90 personnalités, des patriarches orientaux, des évêques, mais aussi des parlementaires, des diplomates ou encore des professeurs d'université. Des millions de Syriens très durement affectés iront se coucher ce soir en ayant faim et froid. Les sanctions coercitives unilatérales imposées par les États-Unis rendent encore pire la détresse économique du peuple syrien. Nous vous conjurons, Monsieur le Président, d'aider les Syriens à alléger une crise humanitaire qui menace d'entraîner une nouvelle vague d'instabilité au Moyen-Orient et au-delà. Le nouveau secrétaire d'État américain et bras droit de Joe Biden, Anthony Blinken, a affiché ces derniers mois ses ambitions d'être davantage présent aux côtés du peuple syrien. Cette semaine, sous l'égide de l'ONU, le comité constitutionnel syrien, créé en septembre 2019, se réunit à Genève une 5e fois. Représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile se retrouvent avec l'espoir de véritables négociations. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.